Tout le monde a déjà eu un chat. Par contre, un chat fluorescent, c'est moins sûr, et un chat vivant contrôlé à distance avec un dispositif dans le cerveau, ça m'étonnerait aussi. Parmi nous, il y en a qui adorent les chats, d'autres qui sont allergiques, et d'autres qui sont les deux en même temps. Enchanté, j'ai 3 chats et je suis allergique. Mais peu importe que tu préfères les chiens ou les chats, ce qui est sûr, c'est que tu les connais pas vraiment, voire pas du tout. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'iceberg le plus complet sur les chats qui a jamais été fait sur YouTube, et crois-moi, entre les chats répertoriés comme tueurs en série, les chats clonés ou encore les réseaux internationaux secrets monstrueusement sombres, t'es vraiment pas prêt. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe d'un iceberg, c'est assez simple. Je suis allé chercher les faits et histoires les plus folles sur les chats que j'ai ensuite classés dans 5 niveaux. Et bah plus on va descendre, plus tu vas découvrir des choses étranges, dérangeantes et juste incroyables. Évidemment, je suis pas du tout le premier à faire ce concept d'iceberg en France. L'un des plus connus, c'est Poisson Fécond, vous le connaissez sûrement, sur sa chaîne Conte Fécond. Il en a fait plein de super, donc n'hésitez pas à aller les voir. Mais je suis bien le premier à en faire un sur les chats, ce qui est assez étonnant vu toutes les dingueries que j'ai trouvées. Comme d'habitude, je mettrai les sources que j'ai utilisées en description. Tout ce que je vais te raconter aujourd'hui est vrai, et c'en est d'autant plus flippant. Moi c'est Kumo, et on est parti sur l'iceberg des pires secrets sur les chats. On attaque évidemment par le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau de la surface. C'est là où j'ai mis les choses que tu penses connaître, alors que pas vraiment, et qui pour certaines vont déjà bien te surprendre. Mais on reste sur des infos très chill. Et pour commencer ce niveau, si jamais je te montre ce chat, tu vas sûrement le reconnaître, mais est-ce que tu sais vraiment d'où il vient? Tu l'as forcément déjà vu, cette petite statuette de chat souvent blanche ou dorée avec une patte levée qui fait un mouvement de va-et-vient. Et généralement, on la retrouve dans les restaurants asiatiques, les commerces ou encore les devantures de magasins du monde entier. Et son nom, c'est le Manekineko, ce qui veut dire littéralement en japonais le chat qui appelle. La légende la plus répandue sur l'origine du Manekineko remonte au Japon féodal. Selon cette légende, un noble, un daimyo ou encore un simple marchand, tout le monde n'est pas vraiment d'accord là-dessus, passait devant un temple en ruine pendant une nuit d'orage. Devant ce temple se tenait un chat assis sur le seuil. Il lève la patte, le noble intrigué s'approche, et à ce moment précis, la foudre frappe l'endroit exact où il se tenait une seconde avant. Le chat venait lui sauver la vie. Le noble, qui est évidemment reconnaissant, finance du coup la restauration du temple, et en l'honneur du chat protecteur, une statuette est fabriquée, reproduisant ce geste de la patte levée qui l'a attiré vers la sécurité. C'est du coup cette statuette qui a traversé les siècles, quitté le Japon, envahi les vitrines du monde entier, et que des millions de personnes ont acheté sans savoir qu'elles achetaient en réalité la représentation d'un chat qui venait d'empêcher une mort par éclair. Alors, tu vas voir, durant cette vidéo et surtout au début, je vais te présenter plusieurs trucs que tu pourras tester directement avec ton chat, et celui-là, il en fait partie. Du coup, tu peux le tester. Regarde-le dans les yeux et cligne lentement des paupières. Laisse-les se fermer complètement, 1 seconde, 2 secondes, puis rouvre les yeux. Si ton chat fait pareil en retour, tu peux être content ou contente, il vient de te dire « je t'aime » en langage félin. Ce geste s'appelle le sourire du chat, et c'est littéralement le seul langage universel par lequel un chat peut exprimer de l'affection envers un humain ou un congénère. Et non, c'est pas du tout par les ronronnements, ça on y reviendra après, parce qu'ils sont en réalité bien plus complexes que ça, et cachent pas mal de trucs que tu connais pas. Mais alors pourquoi ce clignement veut dire ça? Eh tout simplement parce que pour un carnivore prédateur, fermer les yeux en présence d'un autre être vivant, c'est l'acte de vulnérabilité le plus total qui existe. Tu ne surveilles plus, tu t'exposes, si l'autre voulait t'attaquer, il pourrait. Donc quand ton chat te cligne lentement des yeux, il te dit « je sais que tu pourrais me faire du mal, mais je choisis de pas m'en préoccuper ». Et c'est probablement la déclaration de confiance la plus honnête qu'un animal puisse te faire. Des chercheurs de l'université de Sussex et Portsmouth ont d'ailleurs confirmé en 2020 que les chats répondent plus favorablement aux humains qui leur font des sourires de chat qu'aux humains qui les regardent avec un visage totalement neutre. Et que les humains qui imitent ce comportement ont du coup plus de chances d'être approchés par un chat inconnu. À partir de maintenant, du coup, tu peux parler avec les chats avec tes yeux. Bon, ça va pas créer des très grandes conversations, mais au moins c'est possible. Avant que tu commences à faire plein de clignements d'yeux à ton chat, il faut peut-être que tu commences par comprendre comment il te considère vraiment. Déjà, il faut comprendre la base, ton chat ne te voit absolument pas comme un humain. Il voit en réalité comme une sorte de colocataire, mais pas un colocataire classique, pas du tout. Plutôt un colocataire maladroit, bizarre, anormalement grand et physiquement
totalement incompétent. Et pour t'en rendre compte, bah t'as juste à regarder comment ton chat t'observe. Il te regarde faire tes activités quotidiennes qui sont pour lui comiquement inefficaces, tu te cognes dans les portes, tu tombes, tu te fais mal, tu mets un temps incroyablement long à faire des choses qu'il ferait en une fraction de seconde, et pour lui, bah t'es pas beaucoup plus qu'un chat géant un peu attardé qui partage son espace. Il y a même des livres qui ont fait des recherches dessus, et pour le coup, il n'y a pas de condescendance, pas de jugement moral, juste une reconnaissance factuelle, t'es un gros chat bizarre et stupide qu'il tolère, tout simplement. D'ailleurs, t'es tellement stupide que tu le nourris, tu lui fais des caresses, alors que lui, bah, il t'attaque quand il veut. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que c'est pas ton chat, mais toi qui es son humain. Mais bon, je te rassure, moi aussi je le vis très bien. Du coup, avant de le spam avec des clignements d'yeux, tu veux peut-être réfléchir à comment ton chat te voit, histoire qu'il te considère pas encore plus comme un idiot fini. T'as sûrement déjà entendu dire que les chats ont 9 vies, mais alors pourquoi 9? C'est une des questions les plus simples qu'on puisse se poser sur les chats, et la réponse, bah elle est pas si connue que ça au final. Déjà, en Égypte antique, les chats étaient perçus comme des manifestations terrestres de puissance divine. On va pas mal revenir là-dessus dans les niveaux suivants, et ce que je vais t'apprendre à ce moment-là va probablement te briser quelques illusions, mais pour l'instant, retiens simplement que cette association avec les dieux engendrait naturellement des attributions de longévité et même de vie supplémentaire surnaturelle. Mais derrière toutes les croyances qui existent, il y en a une en particulier qui s'est démarquée et qui est aussi l'une des plus poétiques, celle qui vient du bouddhisme. Selon cette version, après avoir rendu visite à Bouddha au moment de sa mort, un chat se serait endormi paisiblement en comptant jusqu'à 9, ce qui se serait ensuite transformé en un chiffre représentant le calme et la sérénité chez les chats. Suite à ces associations avec des dieux et ces légendes, les gens ont tout simplement fait un raccourci avec le chiffre 9 et le fait qu'ils aient 9 vies. Et en même temps, bah on peut le comprendre, surtout quand on voit ce genre de choses comme dans la vidéo suivante que je vais te montrer, qui, je te préviens, peut faire peur, mais tout va bien, tu vas voir. Ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du gratte-ciel. Si ton chat tombe de ton balcon au 3e étage, c'est plutôt dangereux. Il peut se faire des fractures, des traumatismes et finir aux urgences vétérinaires. Par contre, si ton chat tombe du 32e étage, bah c'est statistiquement moins grave. Et évidemment, pour les plus dégénérés d'entre vous, ne faites jamais le test et croyez-moi juste sur parole. Les chats possèdent en fait ce qu'on appelle le réflexe d'auto-redressement. Dès qu'ils sont en chute libre, leur système vestibulaire, donc leur oreille interne, calcule instantanément leur position dans l'espace et déclenche une séquence de rotation extrêmement précise. Il tord d'abord sa colonne vertébrale avec une flexibilité extrême, puis coordonne la rotation de ses pattes arrière puis avant, et finalement atterrit sur ses 4 pattes en une fraction de seconde. Mais voilà, le problème du 3e étage à cette hauteur, c'est que le chat, il attend de se retourner, mais il peut pas se préparer de façon optimale à la chute. Par contre, à partir de 7 étages environ, il atteint sa vitesse maximale, il cesse d'accélérer, et à ce stade, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le chat détend ses membres, aplatit son corps comme une sorte de parachute et répartit l'impact sur une surface maximale. Du coup, bah plus la chute est haute, plus il a le temps de se préparer parfaitement. Une étude publiée dans le Journal of the American Veterinary Medical Association a analysé 132 cas de chats tombés d'immeubles à New York, et le résultat, c'est que les chats tombés de plus de 7 étages avaient statistiquement bien moins de blessures sévères que ceux tombés de moins de 7. Un chat est tombé du 32e étage, il s'en est sorti avec une dent cassée et un pneumothorax. Comme quoi, en sachant ce genre d'infos, on peut comprendre les légendes sur le fait qu'ils aient 9 vies. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait, mais que personne comprend vraiment. Tous les félins sur Terre sont divisés en 2 groupes. Ceux qui rugissent, les lions, les tigres, les léopards, les jaguars, et ceux qui ronronnent, les chats domestiques, les pumas, les guépards, les lynx, etc. Aucun félin sur Terre ne peut faire les deux. C'est biologiquement impossible. Et évidemment, bah, c'est pas un hasard. La différence vient en fait d'un truc qui s'appelle l'os hyoïde, un petit os situé dans la gorge entre le crâne et le larynx. Chez les grands félins qui rugissent, cet os est partiellement cartilagineux et flexible, ce qui permet des vibrations de basse fréquence énormes et donc le rugissement. Chez les lions par exemple, ça peut s'entendre à 8 km. C'est juste titanesque. Chez le chat domestique, par contre, l'os hyoïde est entièrement ossifié, rigide, ce qui lui interdit physiquement le rugissement, mais qui lui offre par contre quelque chose d'autre, la capacité de faire vibrer ses cordes vocales à la fois en inspirant et en expirant en continu, sans interruption. Et du coup, c'est ça le ronronnement, une vibration continue dans les 2 sens de la respiration, quelque chose qu'un lion ne peut pas faire. Le chat a sacrifié la puissance du rugissement pour quelque chose de bien plus sophistiqué, et tu vas comprendre dans 2 secondes
monde pourquoi ce sacrifice était probablement le meilleur investissement de toute l'évolution de l'histoire des félins. Quand ton chat ronronne, il y a de très fortes chances que tu trouves ça apaisant. Alors beaucoup de gens pensent que ça veut dire qu'ils sont contents, mais déjà, première erreur, les chats ronronnent aussi quand ils sont blessés, malades, stressés ou même en train de mourir. Le ronronnement n'est pas exclusivement un signal de bien-être, c'est un outil qui est en réalité ultra pratique. Deuxième révélation, les fréquences du ronronnement félin oscillent entre 25 et 150 Hz, avec une dominance autour de 35 à 50 Hz. Ces fréquences correspondent exactement aux fréquences qui stimulent la croissance osseuse et favorisent la cicatrisation des tissus. Des études menées au Cincinnati Zoo ont confirmé d'ailleurs que les fréquences dominantes du ronronnement félin se situent précisément entre 25 et 50 Hz, et des recherches utilisant des plateformes vibratoires thérapeutiques ont établi que la plage entre 30 et 50 Hz est la plage optimale pour stimuler la densité osseuse chez les mammifères. Les chats passent environ 16 heures par jour au repos. Durant une partie de ce repos, ils ronronnent, et cette vibration continue à 25 et 50 Hz compense la perte musculaire et osseuse qui résulterait normalement d'une immobilité prolongée. Ce qui veut plus simplement dire que le chat s'auto-répare en dormant. Il a littéralement intégré une technologie biomédicale dans son mode de repos. Et pour te dire à quel point c'est sérieux, la NASA étudie le principe de ces vibrations pour développer des contre-mesures thérapeutiques pour leurs astronautes. Parce que la perte osseuse en gravité zéro, c'est l'un des problèmes majeurs des vols spatiaux longue durée, et la fréquence que ton chat produit naturellement en faisant la sieste pourrait bien être la solution. Et pour en finir sur les fréquences, voilà un tout dernier truc que tu vas pouvoir à nouveau tester tout de suite si t'as un chat. Si tu mets du Mozart à ton chat, il va probablement t'ignorer royalement ou partir dans une autre pièce. La musique humaine, elle est conçue pour des oreilles humaines, des rythmes cardiaques humains, des fréquences vocales humaines. Pour un chat, c'est juste du bruit structuré, mais sans réelle signification ni impact. Sauf qu'en 2015, des chercheurs de l'université du Wisconsin ont créé quelque chose de différent. De la musique composée spécifiquement pour les chats, avec des fréquences calquées sur le rythme cardiaque des chatons, des tempos basés sur les ronronnements et les vocalisations félines, et des registres placés précisément dans la gamme auditive supérieure du chat, une gamme qui s'étend bien au-delà de ce que l'oreille humaine peut percevoir. Et le résultat, c'est que les chats ont montré des signes de réponse comportementale significativement plus élevés à cette musique qu'à n'importe quelle musique humaine. Et tu vas pouvoir faire le test tout de suite en espérant que c'est libre de droit, sinon c'est un flop. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le truc de musique, je vais l'emmener dans la chambre et on va voir si ça fait quelque chose ou pas. On va le lancer. Pour l'instant, rien du tout, hein. C'est un flop. On va ramener là-bas. Ah, il y a Freya ici. Et voilà du coup pour la surface. On vient de passer en revue ce que ton chat fait, ce qu'il est biologiquement, comment il t'entend, et surtout comment il te considère avec des infos globalement encore plutôt connues. Mais maintenant on passe au deuxième niveau, sous la surface, et on va parler d'histoires réelles bien moins connues, et surtout bien plus sombres. Ça va être le seul niveau avec ce genre de petites histoires, j'en ai volontairement sélectionné peu, mais il en existe énormément d'autres. Si vous voulez les voir, dites-le moi en commentaire et je verrai ce que je peux faire dans un autre contenu ou une autre vidéo, etc. C'est le moment d'ailleurs, si c'est pas déjà fait, de partager cette vidéo à tes proches qui aiment les chats, ou pas d'ailleurs, peu importe. Le petit commentaire, le like, l'abonnement, tout ça m'aide énormément, donc un énorme merci si tu le fais. Et sans plus tarder, on commence par l'histoire de Félicette. Pour cette première histoire, on remonte en octobre 1963, en plein milieu du Sahara. À l'époque, on est en Algérie française et il y a cette petite chatte noire et blanche qui attend dans une capsule en acier. Dans les papiers officiels des scientifiques, elle a même pas de nom. Ils l'appelaient juste C341 et ça c'est parce qu'ils voulaient surtout pas lui donner un nom pour s'attacher à elle, parce que pour eux, c'était juste un échantillon de test. Cette capsule en acier dans laquelle elle se trouve n'est ni plus ni moins qu'à l'intérieur d'une fusée, la fusée Véronique. Cette fusée Véronique, c'était en réalité un vieux missile de l'armée recyclé pour l'espace qu'ils vont réussir à faire décoller sans encombre. Et au décollage, la pauvre chatte se mange 9,5 G dans la gueule, ce qui est juste colossal. Pour te dire, c'est quasiment 2 fois plus que ce que les astronautes d'Apollo allaient prendre des années plus tard lors de leur décollage. Son petit corps est littéralement écrasé au fond de son siège. Mais elle y survit. Elle monte jusqu'à 157 km d'altitude, juste à la limite de l'espace, et elle reste là-haut pendant 5 minutes. Puis vient la
la redescente, elle se reprend encore des jets dans la gueule et finalement les parachutes s'ouvrent. Quand les secours arrivent pour enfin ouvrir la capsule au milieu de nulle part, ils la trouvent suspendue la tête en bas. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'elle était vivante. Alors là, évidemment, les scientifiques sont super contents. Succès total, ils récupèrent toutes les données de ces électrodes, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils lui donnent enfin son nom de Star, Félicette, le premier chat qui est allé dans l'espace. Sauf que c'est là que ça devient un peu plus sombre. 2 mois après son exploit, au lieu de l'envoyer à la retraite pour qu'elle soit choyée et qu'elle profite, ils l'ont euthanasié. Ils voulaient faire une autopsie pour voir l'impact du vol sur son cerveau, et au final, le pire, c'est qu'ils n'ont absolument rien appris d'utile. Rien du tout. Du coup, Félicette a été totalement gommée de l'histoire. Tout le monde connaît Laika, la chienne russe qui allait dans l'espace, mais Félicette, on l'a totalement oubliée. Il a fallu attendre 2019 pour qu'on lui construise enfin une petite statue à Strasbourg, soit 56 ans après son voyage. Partons maintenant en Écosse entre 1963 et 1987 dans un endroit qui s'appelait la distillerie Glenturret. De l'extérieur, c'est juste un vieux bâtiment industriel qui sent très fort le whisky fermenté, mais pour certaines bestioles, c'est carrément le paradis sur terre. Pourquoi ? Parce qu'une distillerie avec tous ses grains et sa chaleur constante, c'est juste un buffet à volonté pour les rongeurs. Et c'est là qu'intervient Towser. Towser, c'était une chatte à poils longs née en 1963, et elle était clairement pas là pour juste faire des siestes sur les tonneaux. Elle avait un véritable emploi à la distillerie. Chaque nuit, elle patrouillait systématiquement et chaque nuit, elle tuait. Le matin, le responsable des lieux ne trouvait pas juste des restes. Non, il trouvait des souris décapitées, mutilées et surtout soigneusement alignées sur le sol pour son inspection quotidienne. Towser, elle a fait ça pendant 24 ans, ce qui déjà, en termes de vieillesse pour un chat, est juste incroyable. Alors évidemment, la légende dit qu'elle était active pendant 20 heures par jour, ce qui, en soi, est juste impossible quand tu connais un minimum les chats et leur rythme de sommeil. Mais par contre, ce qui est vrai et ce qui a été vérifié, c'est son score final. En 24 ans, elle a buté 28 899 souris. Et c'est tellement un chiffre énorme et inimaginable qu'elle a même eu sa propre mention dans le Guinness World Record. D'ailleurs, petit truc assez spécial, le propriétaire de Towser disait qu'il lui mettait des petites gouttes de son whisky dans son lait, ce qui apparemment boostait sa longévité. Et bon, évidemment, ne fais pas ça chez toi, c'est très probablement juste du marketing pour vendre son whisky, mais c'est du bon marketing, on va pas se mentir. Dans tous les cas, s'il y a un truc à retenir, c'est que cette chatte est la seule tueuse en série animale à avoir son diplôme officiel. À sa mort, ils ont d'ailleurs tenté de la remplacer par une autre chatte appelée Amber, mais honnêtement, ça a été un flop total. Amber passait juste son temps à regarder les souris sans en attraper une seule. Aujourd'hui encore, on peut retrouver des petites pattes de chat sur les bouteilles Fairless Light Island, en hommage à Towser, ainsi qu'une statue en son honneur, là où elle a travaillé. Et d'ailleurs, en parlant de nourrir ton chat, parce que c'est quand même la base, si t'en as un, tu sais que la nutrition, c'est un sacré casse-tête. Ce que tu lui mets dans sa gamelle, ça impacte tout, sa santé, son énergie, son poil, et même combien de temps il va vivre avec toi. Pendant vraiment un bon bout de temps, j'ai cherché le meilleur compromis pour nourrir les miennes, surtout que j'en ai 3 avec des métabolismes complètement différents. Et aujourd'hui, j'ai trouvé la solution pour moi et peut-être pour toi aussi, Jaffy. L'idée de Jaffy, elle est toute simple. Si tu achètes des croquettes, elles doivent être vraies. Et par vrai, j'entends faites avec des ingrédients que tu pourrais reconnaître dans ta propre cuisine. On oublie tout ce qui est viande de mauvaise qualité ou encore colorants chimiques qu'on comprend même pas quand on lit sur un paquet. Eux, ils utilisent uniquement des protéines de qualité, de la vraie viande, du vrai poisson, sans aucun remplissage inutile. Et ça, c'est super important, parce que la nutrition, ça affecte tout, même le tempérament de ton chat. Un chat bien nourri, c'est un chat qui est plus alerte, plus en forme, en bref, un chat qui est vraiment lui-même, au lieu d'être ramolli par des croquettes bas de gamme. Mais ce qui a vraiment été game changer pour moi, c'est surtout leur fonctionnalité de menu personnalisé. En fait, quand tu vas sur leur site, ils vont te poser plusieurs petites questions pour connaître ton ou tes chats, et aussi d'ailleurs, si t'as des chiens, ça fonctionne aussi, et ils vont te proposer un menu sur mesure pour ta boule de poil ou tes boules de poil que tu peux ensuite recevoir chez toi tous les mois en t'abonnant afin de recevoir les quantités nécessaires. Par exemple, pour moi, les 3 miennes ont eu leur propre petit menu personnalisé avec leur petit nom dessus, ce qui est super sympa, les doses à leur mettre chacune et des ingrédients en fonction de leurs besoins. Une bonne alimentation, si tu le sais pas, ça joue énormément sur le nombre d'années que peuvent vivre tes compagnons avec toi. Ça sert aussi à prévenir toutes sortes de maladies, etc. Donc pour le coup, il y a même pas à hésiter. Et en soi, peu importe ta décision, renseigne-toi, mais vraiment évite au maximum les marques horribles des grandes surfaces parce que c'est vraiment pas rendre service à ton animal. Pour être 100% transparent, ça fait plusieurs mois qu'on discute avec Jaffy
et je voulais être sûr du produit que je te présente. Maintenant que c'est vérifié et validé de mon côté, aujourd'hui il te propose un code de réduction de 60% sur l'offre découverte, accompagné de petits cadeaux surprises que j'ai eu aussi et que mes chats ont adoré. Je te garantis, ça fait toujours plaisir. 60% de réduction, ça te permet de vraiment tester leurs produits sans te ruiner et tu verras que ça en vaut vraiment la peine. Il y a d'ailleurs des chances que tu changes plus jamais après ça. N'hésite pas à me tenir informé en commentaire si tu le fais, ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous faites. Merci à Jafi pour la sponsor et on repart dans notre iceberg pour la dernière histoire de ce niveau. Bon, là, on arrive quand même sur un dossier qui est une des plus grosses humiliations de l'histoire de l'espionnage. On est entre 1961 et 1967. La CIA, l'agence la plus puissante du monde, avec un budget illimité et la technologie la plus dingue de la guerre froide, décide qu'elle a besoin d'un chat pour espionner les soviétiques. À l'époque, les drones n'existent pas, du coup, ils se disent que le meilleur agent secret, ça pourrait être ce que tout le monde a chez soi, ou alors voit dehors, un chat domestique. Le plan est totalement fou et voilà comment il s'est déroulé. Un chirurgien vétérinaire payé par le gouvernement implante un microphone miniaturisé dans le conduit auditif d'un chat. Ils ajoutent un transmetteur radio à la base de son crâne et un fil super fin caché directement dans sa fourrure pour servir d'antenne. Résultat, le chat devient un micro vivant. Sur le papier, c'est juste brillant. Le chat se balade innocemment près de l'ambassade soviétique, personne ne se méfie d'une boule de poil, il s'assoit, l'équipement enregistre les conversations et les données partent directement aux agents. Sauf que dès sa première mission en terrain réel, ça va pas du tout se passer comme prévu. Pour son premier jour, il est relâché près de deux hommes qui parlent sur un banc dans un parc à côté de l'ambassade soviétique. Le chat traverse la route, un taxi arrive et l'écrase, fin de mission, il est mort sur le coup. Ouais, on peut dire que c'est ballot. Résultat, une perte totale de 20 millions de dollars sur le projet. Combien ? On peut le dire, c'est un joli fiasco. Mais en réalité, faut creuser un petit peu plus, parce que la CIA n'a pas arrêté le projet juste à cause de l'accident de taxi. Pas du tout. En 2013, Robert Wallace, un ancien directeur technique de la CIA, a balancé la vérité. Selon lui, le vrai problème était beaucoup plus basique. Tu ne peux pas entraîner un chat à faire exactement ce que tu veux. Le chat était totalement réfractaire à tout contrôle. Il refusait de suivre l'entraînement, il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait, et n'en avait rien à foutre. Pour un programme d'espionnage qui demande une précision absolue, le chat était juste la pire solution possible. À ce moment-là, la CIA a découvert ce que n'importe quel propriétaire de chat sait depuis 10 000 ans, tu ne possèdes pas un chat, il tolère juste ta présence. Alors par contre, beaucoup de propriétaires arrivent à leur faire apprendre des tours, etc. Mais de là à vouloir les utiliser comme espions, faut pas pousser. Ce programme, il a été fermé en 1967 et caché au public jusqu'en 2001, tout simplement parce que c'était trop humiliant. L'agence la plus puissante du monde s'était fait mettre à l'amende par un simple chat domestique. Au moins, tu peux déculpabiliser quand tu te fais totalement ignorer. T'es pas le seul. Voilà du coup pour le niveau 2. C'était assez court, mais c'est aussi parce qu'on va devoir parler de beaucoup d'autres choses dans les prochains niveaux, et notamment de choses beaucoup plus sombres. C'est le moment d'entrer dans les profondeurs. Entre 30 et 80% de la population mondiale est actuellement infectée par un parasite microscopique. Et en réalité, selon là où tu vis et ce que tu manges, tu fais probablement partie de ces statistiques. Et tu es infecté là, maintenant. Ce parasite s'appelle le Toxoplasma gondii. C'est un petit truc invisible à l'œil nu et il est sûrement en train de squatter ton cerveau en ce moment même. Le truc vraiment troublant, c'est que ce parasite, contrairement à d'autres, il n'essaie pas du tout de se cacher. Il cherche absolument pas à te rendre malade pour que tu ailles au lit, et c'est même le contraire. En réalité, il altère délibérément ton comportement, ta prise de risque et même ta personnalité. La science a d'ailleurs remarqué que ça changeait carrément la chimie cérébrale et de manière différente selon si t'es un homme ou une femme. Chez les hommes, tout d'abord, ça réduit la force du super-ego. En gros, ils perdent leur inhibition, ils deviennent plus jaloux, plus suspicieux et surtout, ils prennent des risques complètement débiles. Chez les femmes, par contre, c'est plutôt l'inverse. Elles deviennent plus chaleureuses, plus empathiques et plus morales. Et d'une façon générale, pour tout le monde, le parasite injecte une sorte de dose d'appréhension constante, une sorte de peur en bruit de fond qui ne s'arrête jamais. Bon, par contre, il faut quand même nuancer, ces déclarations sont parfois contestées et c'est un débat qui est toujours en cours entre corrélation et causalité. Mais par contre, ce qui est avéré, c'est qu'il y a bien un lien entre ce parasite et la schizophrénie. Alors, attention, le parasite ne te rend pas schizophrène directement,
directement, mais il peut être un facteur déclenchant ou aggravant chez des personnes déjà fragiles. Mais alors du coup, comment ce parasite survit et surtout, comment il t'infecte? En fait, le Toxoplasma gondii, il a un petit cocon qu'il adore, le ventre de ton chat. C'est là qu'il crée ses bébés qui ressortent par son cul au moment d'aller poser une pêche. Ces œufs vont ensuite attendre qu'un autre mammifère passe par là pour les avaler. Si par exemple c'est une souris qui les bouffe, le parasite peut entamer son plan machiavélique. Il va entrer dans le cerveau de la souris, supprimer sa peur des chats pour qu'elle se fasse bouffer, et le cycle peut ensuite recommencer. Mais du coup, sauf si t'es une personne qui est très bizarre, normalement les cadeaux qui puent ton chat sont pas au menu. Du coup, comment il t'infecte? Et tout simplement parce que tu es un gros crado. Quand tu fais la litière de ton chat, si tu te laves pas super bien les mains, des particules de caca restent dessus. Et il suffit ensuite de te ronger les ongles, de te toucher la bouche ou quoi que ce soit, et les petits bouts de caca infectés permettent aux parasites de se faire une place chez toi. Et c'est là du coup que ceux qui n'ont pas de chat vont penser qu'ils sont safe. Et non. Quoi? Parce que les chats, ils font caca partout, et aussi sur des légumes ou autres aliments qui, s'ils ne sont pas parfaitement lavés après les avoir achetés, peuvent t'infecter. Et ceux du coup qui lavent leurs légumes et leurs mains vont penser qu'ils sont tranquilles. Sauf que non, parce que c'est aussi un parasite qu'on retrouve dans d'autres viandes mal cuites comme le bœuf, le mouton ou le porc. Mais la cause principale de l'infection, ça reste le cul de ton chat. Donc, pose-toi les bonnes questions. Bon, on te raconte toujours la même histoire. L'humain a domestiqué le loup pour en faire un chien, on a aussi pris la vache, le cheval, la chèvre, bref, on a pris des animaux sauvages et on les a transformés selon nos besoins à coup de sélection génétique et de dressage. On pense avoir le contrôle total, sauf que pour le chat, ça s'est pas du tout passé comme ça. En réalité, le chat il s'est auto-domestiqué tout seul comme un grand. Il faut remonter à il y a environ 10 000 ans. À l'époque, l'humain commence à peine à cultiver des grains et forcément les souris et les rats flairent le bon plan. Les greniers pleins de semences pour un rongeur, c'était juste le jackpot absolu. Et évidemment, tu te doutes de qui a remarqué que ces greniers étaient devenus un buffet illimité, je te le donne dans le mille, les chats sauvages. Mais le truc qui est vraiment fou, c'est qu'il n'y a eu aucune intention humaine au départ. Personne s'est dit, tiens, ce petit félin agressif serait super pratique pour protéger nos récoltes. Absolument pas. Le chat, il a simplement décidé de lui-même que traîner autour des villages était beaucoup plus rentable que de chasser dans la nature. Il a squatté, il s'est installé, et comme les humains ont vu que les rats disparaissaient, ils l'ont laissé faire. Contrairement aux chiens qu'on a sélectionnés et modifiés pour bosser, le chat, lui, il a juste attendu qu'on le traite comme un dieu. Et le pire, c'est que ça marche. Ça marche depuis 10 000 ans. L'humain est persuadé qu'il a domestiqué le chat, mais en fait c'est exactement l'inverse, c'est le chat qui a domestiqué l'humain. Aujourd'hui, il vit dans ton salon, tu le nourris avec des super croquettes Jaffy, tu lui achètes des arbres à chat à 100 balles, tu ramasses ses crottes et tu paies des frais de veto qui te coûtent un bras. Et lui en contrepartie, il tue une pauvre araignée de temps en temps, juste histoire de garder les apparences. C'est un arrangement commercial qui est absolument brillant d'un côté et complètement catastrophique de l'autre, il faut pas se mentir. Le chat n'a jamais eu besoin d'évoluer pour te plaire, il s'est juste assis sur ton canapé, il a attendu que tu deviennes son esclave, et il a gagné. On a tous déjà entendu un chat feuler. Ce petit bruit qui ressemble à une sorte de tuyau qui siffle et qui fait que direct, tu fais un pas en arrière par réflexe. Instinctivement, n'importe qui sait qu'il y a un danger. Et je te le dis, ça, c'est totalement fait exprès. Des chercheurs ont analysé ce son de super près, ils l'ont enregistré, ils l'ont décortiqué acoustiquement, et ce qu'ils ont trouvé est assez dingue. Le feulement de ton chat, c'est en fait une imitation d'une précision chirurgicale du sifflement d'un serpent. Et on parle pas d'un truc un peu ressemblant. Non, là c'est calibré pour tromper le cerveau. Mais du coup, pourquoi et comment il est arrivé à faire ça? Pour le coup, moi je trouve ça fascinant. En gros, ça vient tout simplement de la menace ancestrale du serpent qui était un grand danger non pas pour les chats mais pour les prédateurs des chats pendant des décennies. Les chats ont du coup associé ce son à quelque chose qui peut les protéger indirectement et ils l'ont ensuite reproduit pour se défendre ou juste dire qu'ils sont pas contents. Et d'ailleurs le truc encore plus fou si t'observes bien, il n'y a pas que le son, il y a aussi les oreilles en arrière qui leur servent à aplatir leur tête comme une tête de serpent. En imitant le seul animal qui pourrait vraiment le menacer, le chat s'assure que tout le monde recule. Et le pire, c'est que ça marche à tous les coups. Que ce soit sur toi, sur un chien ou sur un autre chat, ce bruit provoque toujours une réaction de recul instantané. Au final, le chat n'a absolument pas développé ce cri pour chasser, ça lui sert évidemment à rien pour attraper des souris, il l'a développé comme une sorte d'arme psychologique terrifiante pour dire à n'importe qui ne t'approche pas trop ou tu vas le regretter. Et encore une fois, personnellement, la façon dont ils ont appris ce mécanisme, je trouve ça juste fascinant.
Bon, on quitte un peu le domaine de la biologie pure pour passer sur un truc un peu plus philosophique qui montre que l'influence des chats va bien plus loin que ce qu'on imagine. Ça se passe à Gospić, en Croatie. C'est une nuit enneigée, il fait un froid de canard et il y a un gamin, un ado, qui se sent soudainement poussé par une sorte d'instinct. Ce gamin, il s'appelle Nikola Tesla. Tesla, il s'approche de son chat, Masak, et il commence à lui caresser le dos. Et là, ce qu'il va vivre, ça va littéralement changer sa vie pour toujours. Il a écrit plus tard que ce qui s'est passé était un miracle. Le dos de Masak est devenu une feuille de lumière et sa main a produit une douche d'étincelles qui crépitait assez fort pour être entendue partout dans la pièce. Sacré dinguerie, son chat c'est Volt, en tout cas sur le papier. En réalité, Tesla c'était juste un énorme Marseillais et il avait juste pris un choc électrostatique. Son père, qui était prêtre et qui se trouvait à côté, a vu ça et il a sorti une phrase qui a tout déclenché. Ceci n'est rien d'autre que l'électricité, la même chose que tu vois dans les arbres pendant une tempête. Ce lien mental entre la foudre dans le ciel et les étincelles sur le poil de son chat a gravé une obsession totale dans l'esprit du jeune Nicolas. Son but était fixé, là, tout de suite, il devait comprendre et maîtriser l'électricité. Par la suite, Tesla a dû se battre contre tout, sa famille qui voulait absolument qu'il devienne prêtre, et même une infection au choléra qui a failli le tuer. Mais l'expérience avec Masak est restée son point de repère, son moment de clarté, celui qui le ramenait à ses rêves à chaque fois que tout semblait foutu. Et après, on connaît la suite. Tesla, il a révolutionné la science mondiale, le courant alternatif, l'induction magnétique, toutes les technologies qui font notre monde moderne. Alors, bien sûr, c'était un génie, il aurait sûrement découvert tout ça sans Masak, mais est-ce qu'il l'aurait fait avec la même rage, avec le même engagement? On saura jamais si un simple chat, en recevant une caresse une nuit de neige, n'a pas carrément changé toute la trajectoire de l'histoire humaine. En tout cas, moi j'aime le penser et je trouve ça fascinant. Imagine deux embryons de chats au tout début, deux vies bien distinctes qui auraient dû donner vie à deux chats différents. Sauf qu'au lieu de se développer chacun de leur côté et de naître comme des jumeaux par exemple, ils fusionnent. En plein milieu du développement, les barrières entre les cellules sautent et tout commence à se mélanger. Au moment de la naissance, un seul chaton naît et ils ne sont absolument pas siamois, mais par contre, il naît avec deux ensembles d'ADN différents à l'intérieur. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le chimérisme. Chez les chats, c'est très rare, mais ça existe pour de vrai. Il y a d'abord le cas XYXY, deux embryons mâles qui fusionnent. Ça donne souvent des motifs de fourrure super étranges et, je trouve magnifique, une sorte de mosaïque asymétrique qui, au final, donne l'aspect presque que deux chats différents ont été coupés en deux et recollés à l'arrache. Mais il existe aussi le cas XXXY, qui est encore plus bizarre. Un embryon mâle et un embryon femelle qui fusionnent en un seul être. Résultat, certains tissus sont génétiquement femelles et d'autres mâles. C'est le bordel total dans son système reproducteur. Et là, philosophiquement, ça devient plutôt troublant. Si un seul corps contient deux ADN distincts, deux entités différentes qui se sont amalgamées, qu'est-ce que ça veut dire? Combien de chats qu'on considère comme un seul individu sont en réalité deux individus distincts qui partagent une seule et même conscience? C'est ce genre de questions que moi personnellement j'adore parce que ça nous montre qu'il y a encore tellement de questions sur la psychologie, la conscience, etc. auxquelles on n'a juste pas la réponse. Ça serait d'ailleurs super intéressant de comprendre si ces chats chimères se comportent plus comme des mâles ou des femelles, ou s'ils font les deux en même temps. Et d'ailleurs, encore une preuve que la nature n'est pas juste binaire, homme ou femme, il n'y a rien de contre-nature sur ce principe. On termine du coup notre exploration des profondeurs là-dessus, et on va maintenant attaquer les vraies profondeurs, celles qui sont vraiment beaucoup plus sombres. On va parler d'expériences bizarres, d'anciens rituels ou encore d'ésotérisme, et j'espère que t'es prêt parce qu'on est parti pour entrer dans les abysses. Pour commencer notre exploration abyssale, on remonte en décembre 2001 au Texas où des scientifiques annoncent qu'ils ont enfin réussi à cloner un chat. C'est une première mondiale, le chat est vivant, en parfaite santé et ne présente aucune anomalie. Le chat s'appelle CC pour copycat et sur le papier c'est censé être la copie conforme, le jumeau génétique exact de sa maman, une chatte qui s'appelait Rainbow. Même ADN, même code, tout est pareil, sauf que dès qu'elle naît, c'est le choc total. Physiquement, ça n'a absolument rien à voir. Rainbow, c'était une chatte calico, avec des taches magnifiques d'orange, de noir et de blanc tout entrelacées. Et CC, alors qu'elle a exactement le même ADN, elle naît toute grise et noire, façon petit tigre. Pas une seule trace d'orange. Alors forcément, tu te demandes comment c'est possible. Et l'explication est super curieuse, c'est un truc qu'on appelle l'inactivation du chromosome X. Pour faire simple, chez les femelles, il y a deux chromosomes X, mais dans chaque cellule, il y en a qu'un seul qui peut, entre guillemets,
bosser. C'est une sorte de pile ou face génétique qui se joue pendant que le bébé se forme. Pour Rainbow, le hasard avait bien réparti les couleurs, mais pour CC, manque de peau statistique, le gène orange a été éteint dans absolument toutes les cellules de sa peau. Du coup, avec le même ADN, tu te retrouves avec un résultat visuel radicalement différent, juste à cause d'un petit coup de dé biologique. Mais le plus fou, c'est que ça s'arrête pas au look. Leur personnalité n'avait absolument rien à voir non plus. Rainbow était super réservée, limite méfiante, alors que CC, comme elle a été beaucoup manipulée et câlinée par des humains, elle est devenue hyper extravertie et pote avec tout le monde. En fait, CC, c'est en réalité la preuve scientifique que ce que tu es, ton essence, ton caractère, ça dépasse de loin ce que tes gènes peuvent décider. C'est le mélange de ton ADN, de ton environnement et d'une énorme dose de hasard. Et ça, ça pose une question qui fait un peu froid dans le dos. Si l'identité d'un être ne tient pas dans ses gènes, elle se cache où au juste? Qu'est-ce que ça veut dire pour la notion d'âme? Et ça, je te laisse me dire ton avis en commentaire. Bon, là, on entre dans un dossier que je trouve personnellement totalement dingue. Entre 2006 et 2008, donc assez récemment par rapport à tout ce qu'on a vu avant, des chercheurs de la prestigieuse clinique Mayo ont créé un truc complètement surréaliste, des chats qui brillent dans le noir. Genre, littéralement, des chats vert fluo. Et attention, c'était pas une expérience juste pour le fun ou pour faire joli sur les réseaux, absolument pas, c'était une manipulation médicale hyper poussée. En fait, la substance qui fait ça, c'est une protéine qu'on appelle la GFP, qui vient d'une méduse qui brille naturellement, et dans les abysses, justement. Les scientifiques ont du coup eu une idée de génie, quand tu essaies d'insérer un nouveau gène dans l'ADN d'un être vivant, le plus gros problème, c'est de savoir si ça a marché ou pas. Et du coup, leur solution, c'est de placer ce gène qui brille juste à côté du gène qu'ils veulent vraiment tester, et si le chat s'illumine, c'est que l'insertion a réussi. C'est une sorte de drapeau génétique qui te dit justement que la modification est bien passée. Ils ont fait ça avec plein d'animaux, mais pour les chats, le but était super sérieux. Ils ont inséré un gène de singe qui bloque le virus du sida des chats, le FIV, en plus de la protéine fluorescente. Résultat, ils ont eu des chatons tout verts. Et du coup, parce que les chatons brillaient, les chercheurs savaient directement qu'ils avaient aussi la protection contre le virus. Le but final de ces expériences, c'est carrément de voir si un jour on peut réussir à protéger notre propre espèce contre le sida. Le docteur Eric Poechla, qui a co-dirigé l'étude, l'a dit très clairement, ils ont créé des chats mutants pour comprendre comment rendre l'humain résistant au VIH. Ce qui, s'ils arrivent à faire, serait juste incroyable et pourrait sauver la vie à plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année. Grâce encore une fois, en partie, aux chats. Bon, là, on change carrément d'époque et de contexte parce qu'on entre dans la religion. On va voir à quel point le destin d'un chat peut basculer du tout au tout selon qui détient le pouvoir spirituel à ce moment-là. Dans l'islam, il y a une figure qui revient très souvent, Mu'eza, la chatte préférée du prophète Mahomet. Selon la tradition, elle était tellement proche de lui que c'était la seule créature qui avait le droit d'entrer dans les mosquées. Les chiens, les oiseaux, tout le reste, c'était interdit. Juste le chat. Et cette tradition, elle est encore super vivante aujourd'hui parce que si tu voyages un peu, tu verras que dans les mosquées, partout dans le monde, les chats sont traités avec un respect de dingue. Ils peuvent entrer, circuler, ils peuvent même rester pendant la prière sans que personne ne vienne les déranger. C'est une sorte de passe VIP spirituel qui est unique au monde. Mais ce respect envers les chats, il est extrêmement différent en fonction des croyances et des époques. Et par exemple, si on part en Égypte, là, c'est pas du tout la même. T'as très probablement cette image un peu romantique en tête, les pyramides, les pharaons et le chat qui se balade au milieu, vénéré comme un roi. Ouais, c'est une belle mythologie. L'idée du chat messager divin qui perçoit l'âme des gens, c'est super séduisant. Sauf qu'en réalité, c'est beaucoup moins mignon, crois-moi. En fait, pour comprendre, faut s'attaquer à la vraie pensée égyptienne. Contrairement à ce qu'on imagine, ils ne pensaient pas que les chats étaient sacrés en eux-mêmes. Ils pensaient en fait que les dieux pouvaient se manifester à travers eux. Le chat n'était qu'une sorte de vaisseau, une sorte de réceptacle, au même titre que les crocodiles ou encore les faucons à l'époque. Sauf que voilà le problème, si un animal peut contenir du divin, ça en fait l'offrande parfaite, le cadeau de luxe ultime pour les dieux. Et c'est là que l'horreur commence. Les fouilles archéologiques, notamment au temple de Bubastis, ont révélé un truc qui calme direct la vision moderne. Ils ont découvert des dépôts funéraires massifs. Et pas 3 ou 4 tombes, des centaines de milliers de chats, et certains parlent même de millions. Le pire dans tout ça,
ça, c'est l'état des momies des chats. Ils ont tous eu le cou brisé rituellement. Donc tu peux oublier l'image de l'animal de compagnie chéri. C'était juste des produits de consommation. Une industrie économique gigantesque, super organisée, où on élevait des chats en masse pour les tuer et les momifier à la chaîne. Quand toi, aujourd'hui, t'allumes un cierge pour envoyer une prière, un Égyptien de l'époque, lui, il achetait un chat momifié et le balançait comme un présent physique à un dieu. On est très loin de l'image du chat vénéré qu'on a tous en tête. La notion de chat de compagnie qu'on câline sur le canapé était extrêmement rare, voire tout simplement inexistante à l'époque. Et c'est aussi important de capter ça. C'était une époque extrêmement différente. Une époque où si tu étais un réceptacle de leur dieu, bah on te massacrait, toi et toute ta descendance. On quitte maintenant les temples égyptiens, mais on reste dans les abysses et notamment dans le massacre de masse, sauf que cette fois, l'ambiance change du tout au tout. On passe du chat sacré au chat démoniaque. On arrive du coup en plein Moyen-Âge, en Europe, pendant la célèbre chasse aux sorcières. À cette époque, l'image du chat bascule complètement. Les chats noirs, surtout eux, deviennent le symbole du diable, les complices des sorcières, bref, l'incarnation même de la magie noire. Pendant des siècles, on les a massacrés, brûlés vifs ou tués rituellement, d'ailleurs souvent en même temps que les bougres qu'on accusait d'être des sorciers ou des sorcières. Et on pourrait se dire que c'est quelques dizaines ou quelques centaines de chats, mais pas du tout. On parle de plusieurs dizaines de milliers de félins exterminés par pure hystérie religieuse. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment sombre et surtout, hyper ironique. Il existe en fait une théorie qui est très débattue, mais solidement documentée par beaucoup d'historiens qui ont fait en fait le lien direct entre ce massacre et l'une des plus grandes tragédies de l'humanité. En exterminant massivement les chats, les Européens ont créé un vide écologique monstrueux. Du coup, sans prédateurs pour réguler tout ça, les rats ont proliféré comme jamais. Et est-ce que tu sais ce que les rats transportaient à l'époque? La puce responsable de la peste bubonique, la fameuse peste noire. Entre 1347 et 1353, c'est juste, pour rappel, 50 millions de morts. Juste un tiers de la population européenne qui a été rayée de la carte. Si cette théorie est vraie, ça veut tout simplement dire que l'hystérie religieuse contre les chats a potentiellement provoqué la plus grosse catastrophe sanitaire de l'histoire de l'humanité. Ironiquement, les gens tuaient les chats parce qu'ils pensaient que c'était des démons, mais en faisant ça, ils ont ouvert la porte à un véritable enfer sur Terre. C'est la boucle de karma la plus tragique qui soit, une malveillance ignorante qui mène tout droit à une apocalypse non intentionnelle. On reste plus ou moins dans la même époque du Moyen-Âge, même si c'est quelque chose qui est resté jusqu'à assez récemment et qu'on entend encore parfois circuler de nos jours. La théorie dont je vais vous parler a fait trembler des générations et des générations de parents pendant des siècles. C'est une légende noire qui a traversé le temps et qui s'appelle les voleurs de souffle. Pendant super longtemps, il y avait cette peur primaire documentée partout par les journaux, etc., qui racontait que les chats, et surtout, évidemment, les chats noirs, se faufilaient la nuit dans les chambres des nourrissons pour leur voler leur souffle. On disait carrément qu'ils aspiraient la vie des bébés jusqu'à les étouffer. Et le truc qui est assez bizarre, c'est que c'était pas qu'une petite histoire. Ça a causé des dégâts bien réels. Les gens massacraient leurs propres chats par terreur pour leur nouveau-né. Ils s'en débarrassaient brutalement parce qu'ils les voyaient comme des prédateurs d'âmes innocentes. Sauf qu'en fait, comme souvent, la vérité est infiniment plus simple. Évidemment, il n'y a jamais eu la moindre preuve que les chats volaient intentionnellement le souffle de qui que ce soit. Il y avait effectivement des nourrissons qui se faisaient tués par les chats, mais c'était évidemment totalement involontaire. La réalité, c'est juste que les chats sont des chercheurs de chaleur obsessionnels. Il suffit de se remettre dans le contexte de l'époque, plein hiver, maison glaciale, courant d'air partout, et au milieu, il y a un bébé. Un bébé avec sa température corporelle élevée et ses couvertures douillettes. C'était juste un radiateur vivant pour un félin. Le chat ne cherchait pas à tuer, il cherchait juste la source de chaleur la plus efficace de la pièce. Il venait se blottir contre le bébé pour gratter du confort thermique et involontairement, il pouvait l'étouffer par son propre poids ou sa proximité. C'était évidemment pas de la malveillance, pas un pacte avec le diable, juste un instinct de survie basique qui rencontre une situation tragique. Bon, ça tu le sais sûrement, ton chat voit des spectres de lumière que tu peux même pas imaginer. Nous on est limité à ce qu'on appelle la lumière visible, mais les chats eux voient énormément de choses de plus que nous, dont un spectre, notamment l'ultraviolet. Ils voient des couleurs, des motifs, des trucs qui n'existent tout simplement pas pour nos yeux à nous. Tu sais par exemple quand ton chat fixe le mur pendant 20 minutes sans bouger, tu te dis sûrement qu'il est débile ou alors qu'il bug, mais en vrai, qu'est-ce qu'il voit vraiment? Peut-être qu'il voit des marques d'urine ultraviolettes posées par d'autres chats, des insectes qui brillent en UV,
cacher des traces chimiques dans le béton, ou bien même des trucs qu'on ne peut tout simplement pas imaginer. C'est quelque chose qui est très largement documenté et que si tu t'amuses à aller chercher après, tu pourras trouver très facilement. Que ça soit les chats ou les chiens, voire même beaucoup d'autres animaux, sont réputés pour pouvoir ressentir des énergies et voir des choses que l'on n'imagine même pas. Bon, évidemment, on est dans l'ésotérisme et pas du tout dans le scientifique, mais quand ton chat fait ça, est-ce que tu es certain qu'il bug vraiment ou est-ce qu'il voit plutôt ce genre de choses ? Pour terminer ce niveau, on continue sur un dossier qui s'approche de l'ésotérisme aussi, et dont personne ne parle vraiment en public, mais qui hante carrément les couloirs du pouvoir le plus influent de la planète. On quitte les superstitions de gueux et de paysans, et on entre direct au cœur du siège du gouvernement américain, le Capitole de Washington DC. Pour vous dire, selon les registres des gardiens du bâtiment, c'est aussi le territoire d'un chat fantôme qu'on appelle le Demon Cat. Le Demon Cat, c'est un chat noir qui n'apparaîtrait que certaines nuits, bien caché dans les sous-sols et les cryptes du bâtiment. Mais le petit détail qui fait froid dans le dos, c'est que selon les témoignages recueillis sur plus d'un siècle, parce que oui, ça date pas d'hier, il ne se manifesterait que juste avant des événements majeurs. Par exemple, on raconte qu'il aurait été vu juste avant l'assassinat de Lincoln, et même juste avant celui de Kennedy par exemple. Et certains disent également l'avoir vu juste avant le crash boursier de 1929. Évidemment, il n'y a aucune explication scientifique, mais le fait que ça soit une idée et un phénomène qui est raconté et documenté depuis des décennies, je trouve ça fascinant et plutôt étrange tout de même. Certains disent que plus tu t'en approches, plus le chat grossit jusqu'à prendre la taille d'un prédateur monstrueux avant de finalement s'évanouir dans le noir. Parmi les premiers témoignages, certains disent même avoir essayé de lui tirer dessus sans que rien ne se passe. Alors du coup, légende urbaine ou pas, dans tous les cas, ce que je retiens, c'est qu'il n'a pas l'air méchant non plus et que s'il existe, ça n'est qu'une sorte de chat fantôme qui surveille tout depuis l'ombre et qui doit bien se foutre de la gueule de tous nos échecs en nous narguant tout simplement avant qu'ils arrivent. On en a maintenant fini avec les abysses et on entame notre dernière descente afin d'arriver dans ce qu'on appelle la zone Hadal, une zone tellement profonde qu'aucune lumière ne l'atteint jamais. Et je te le dis direct, tu vas pas aimer ce niveau, et en particulier le dernier point de ce dernier niveau. On va pas forcément être sur du gore ou de la violence, quoique, mais surtout sur des questions sans réponse et des points vraiment dérangeants. Et sans plus tarder, on va commencer cette descente finale par une histoire que personne ne comprend et qui est bien réelle. Pas même les paléontologues ne comprennent vraiment ce qui s'est passé en réalité. On parle d'une sorte de vrai trou noir dans l'histoire de la vie, un silence radio total qui défie toute la logique de l'évolution. C'est ce qu'on appelle le Cat Gap. Le principe est très simple. Les chats ont totalement disparu, puis ont réapparu comme par magie. Et là, on parle pas d'une petite pause de quelques siècles, on parle d'un vide d'environ 7 millions d'années dans les fossiles de félins. Si on remonte le temps il y a environ 25 millions d'années, les ancêtres des chats sont bien là. Ils rôdent, ils évoluent, on a des traces et des fossiles indiscutables dans les couches de sédiments. Et puis d'un coup, il y a plus rien. Silence complet. Pendant 7 millions d'années, c'est comme si tous les ancêtres des chats avaient été effacés de la surface de la Terre. Ce qui est troublant, c'est que le reste du monde, lui, continue de tourner de façon totalement normale. Les ancêtres des lions ou des tigres laissent des traces, d'autres espèces se fossilisent, se battent et meurent, mais la lignée spécifique qui mène au petit chat qui dort sur ton lit, elle disparaît totalement des radars. On a 0 fossile, 0 preuve, 0 indice de leur existence pendant toute cette période. Et puis, tout aussi soudainement, il y a environ 18 millions d'années, boum, cette lignée réapparaît comme si elle revenait de vacances, ou d'ailleurs l'air de rien. Du coup, les scientifiques rament pour expliquer ça. Ils se disent que c'était peut-être une espèce isolée dans un coin paumé où aucun fossile n'a pu se former, ou alors une extinction locale suivie d'un miracle. Ouais, un miracle. C'est l'explication raisonnable de certains chercheurs, pour vous dire à quel point on est paumé. Mais la réalité est là. La ligne génétique de ton chat a un énorme chapitre manquant, une zone d'ombre immense de 7 millions d'années où on ne sait absolument pas ce qu'ils fabriquaient, où ils étaient, ni même s'ils existaient encore. C'est comme si le chat avait fait une sorte de rage kit de l'évolution avant de se reconnecter des millions d'années plus tard, sans aucune explication logique.
Pour cet avant-dernier point, on va parler d'Oscar. Oscar, c'était un chat plutôt classique. C'était pas un héros qui a sauvé ses chatons des flammes, ni un mutant tout vert. C'était juste un gros chat gris et blanc, tout ce qu'il y a de plus banal. Il vivait dans une maison de retraite spécialisée dans les soins de fin de vie. Sauf qu'Oscar, il avait une réputation qui faisait carrément froid dans le dos des soignants, il pouvait tout simplement prédire la mort des patients. Le protocole était toujours le même. Oscar déambulait dans les couloirs, entrait dans une chambre et allait s'installer sur le lit d'un patient. Il se couchait contre lui, à ses pieds, paisiblement, et systématiquement, dans les heures qui suivaient, le patient décédait. Attention, c'est pas juste une légende urbaine de couloir, pas du tout, ça a été documenté, observé, filmé, et même publié dans des revues médicales prestigieuses comme le New England Journal of Medicine. Oscar avait un taux de réussite statistique qui rendait la thèse du hasard juste totalement impossible. Parfois, il s'installait même avant que les médecins n'aient décelé le moindre signe de dégradation fatale chez un patient, puis il décédait très rapidement après. La version romantique, celle qu'on a racontée aux familles, c'était qu'Oscar était une créature d'une empathie extraordinaire, qu'il sentait la détresse et qu'il venait offrir une présence réconfortante pour les derniers instants. C'est beau, c'est touchant, mais en fait, c'est probablement totalement faux. Au final, on a élucidé le mystère et la vérité, celle qui pique un peu, c'est celle-là. Oscar ne prédisait pas la mort, il la sentait littéralement. Lorsqu'un organisme entre dans sa phase terminale, les organes commencent à lâcher et le métabolisme change radicalement. Ce basculement libère des substances spécifiques dans l'air comme des cétones ou des composés organiques volatiles. C'est une signature olfactive unique, totalement indétectable pour un humain, mais pas forcément pour un chat dont l'odorat est des milliers de fois plus sensible que le nôtre et exceptionnellement ultra précis même pour un chat. Du coup, la théorie la plus probable, c'est qu'Oscar n'était pas là par empathie, il était là par instinct de charognard. Il était attiré par l'odeur de la décomposition imminente. Pour lui, ce corps qui refroidissait, c'était une sorte de proie qui succombait. Il se positionnait et il attendait que le vivant devienne mort, tout simplement. Pendant que les infirmiers pleuraient en croyant voir un acte de compassion suprême, Oscar, lui, suivait juste une piste chimique. Il attendait la fin du processus pour instinctivement manger, en fait. Et c'est là que le malaise s'installe vraiment. On a construit toute une narration de gardien des âmes autour d'un prédateur qui suivait juste ses instincts les plus basiques. On a projeté nos émotions humaines sur une machine biologique qui attendait juste son heure pour bouffer, quoi. Sauf que cette explication, elle tient qu'à moitié la route. Parce que sinon, on pourrait très bien se demander pourquoi tous les chats ne suivent pas tout simplement le même comportement qu'Oscar et viendraient s'allonger à côté de toutes les personnes qui vont décéder prochainement. Du coup, est-ce qu'on est sur une histoire qui est vraiment purement rationnelle ou est-ce qu'il y a vraiment un aspect ésotérique derrière? Ça, je te laisse décider parce que personnellement, j'ai pas la réponse. Maintenant, en sachant ça, peu importe l'origine, imagine juste te sentir en pleine forme et voir Oscar s'allonger près de toi et te fixer. Personnellement, pas sûr que ça me fasse super plaisir. Pour terminer notre descente dans cet iceberg, on va aborder de loin le sujet le plus sombre de toute cette vidéo, qui est actuel et qui m'a été recommandé directement par mail par Coralie. Avant toute chose, si vous souhaitez quitter maintenant la vidéo, je le comprendrai, c'est un sujet qui peut être vraiment pesant, et si vous partez, j'espère que vous aurez quand même pu apprendre des choses et passer un bon moment devant cet iceberg, et pour le reste, accrochez-vous bien parce qu'on y va. Coralie qui m'a contacté est d'une association appelée Gardiens des Félins, et pour le coup, j'ai même longuement hésité à en parler, mais c'est quelque chose qu'on ne peut tout simplement pas ignorer. Si vous souhaitez les aider, et ce que je vous encourage à faire, je vous laisserai faire vos recherches, mais avant tout, sachez que c'est des sujets extrêmement lourds et compliqués à voir qui traitent au quotidien, et l'un de leurs principaux combats, celui que je vais vous présenter, est contre les réseaux de torture animale, et notamment les réseaux de torture sur les chats. Le principe est extrêmement simple. Un réseau international qui a démarré en Chine, mais qui a déjà des ramifications un peu partout, y compris en France, et dont le business est extrêmement basique et horrible, alimenté des canaux Telegram avec des vidéos où des animaux et surtout des chats sont battus, mutilés, torturés et tués dans des souffrances extrêmes. Et le truc qui est vraiment à vomir, c'est que ces crimes ne sont pas juste des actes de sadisme isolés, ils sont commis contre rémunération. C'est une véritable industrie du crime organisé où la souffrance animale est vendue au plus offrant et ça se passe actuellement à l'échelle mondiale. Face à cette horreur, il y a des gens qui se battent contre ça pour que ça s'arrête, et notamment l'association Gardiens des Félins, comme je vous le disais, qui fait un énorme travail de prévention et d'information pour porter ce sujet à la connaissance du plus grand nombre. Ils documentent ce qui se passe, mènent des enquêtes en interne et essaient de donner de la visibilité à ces atrocités parce que malheureusement, personne ne veut vraiment en parler dans les médias traditionnels ou sur les grosses plateformes. Il y a aussi l'organisation Feline Guardian. Ces associations tirent la sonnette d'alarme parce que ces réseaux sont en train
train de muter. Maintenant, ils recrutent carrément des enfants pour faire le sale boulot, pour les initier à cette morbidité et les encourager à devenir des tortionnaires à leur tour. C'est juste inimaginable. C'est un système qui détruit des vies aussi bien humaines qu'animales, en embrigadant des gamins dans une spirale de violence absolue, et c'est juste atroce. Honnêtement, j'ai vraiment hésité longuement avant de vous le partager. Quoi de pire et de plus terrifiant pour terminer cet iceberg que ce phénomène, quelque chose d'actuel, d'inimaginable, et pourtant qui se passe sous nos yeux sans que l'on s'en rende compte. Je suis désolé d'avoir terminé sur un point aussi sombre, mais c'est quelque chose qui mérite d'être mis en lumière aussi. Prenez soin de vos chats, nourrissez-les correctement avec Jaffy par exemple. Donnez-leur tout l'amour du monde qu'ils méritent, et si vous devez retenir une seule chose, c'est bien que peu importe l'histoire, le seul vrai méchant, c'est toujours le même, l'homme, et il n'en tient qu'à nous de changer ça. C'était Kumo, prenez soin de vous, et surtout de vos matous. Ciao.